Bon, bonsoir à tous et à tous d'être à l'écoute. Avant tout, je voulais succéder effectivement et remercier l'organisme Procure d'avoir mis ce sujet effectivement au goût du jour ce soir. Et puis je pense que c'est un sujet important. Et puis je vais essayer d'être très pratique durant ma présentation, comme j'essaie de le faire en consultation lorsque je vois les patients pour essayer de les orienter puis de répondre aux questions. J'avais eu l'occasion de prendre connaissance d'un ensemble de questions qui m'avaient été fournies effectivement par Mesdames Dandache et Beauchemin de l'organisme Procure. Donc j'ai lu ça un petit peu, puis je vais essayer tout en vous présentant mes diapos, de penser à répondre déjà à un ensemble de questions. Je pense que ma présentation devrait vous éclairer pas mal sur quelques questions, puis je sais qu'il y en aura d'autres de toute façon. Alors, je voulais laisser la place plus aux questions-réponses. Donc, je vais enchaîner ma présentation, essayer de ne pas être trop long pour qu'on ait plus de temps possible pour vos questions très pratiques. Alors, vous voyez là, c'est un petit aperçu de ce que je vais vous présenter et je vais essayer d'être très synthétique en disant ce que c'est le cancer de prostate, est-ce qu'il y a différents cancers de prostate, rapidement passer sur le stade, sur les examens qu'on vous fait, puis ensuite sur comment est-ce qu'on chemine, comment est-ce qu'on finit par se faire une idée sur la prise en charge. Puis avant toute chose, ça j'y reviendrai, mais déjà ce qui est important, c'est de comprendre que le patient est totalement en ligne avec nous. C'est-à-dire que ce n'est pas le médecin qui va décider, le médecin est là pour orienter, mais il faut vous amener à vous donner des bases, des repères qui vous permettent vous aussi de vous situer, de comprendre la situation et de vous amener à essayer de prendre la décision qui sera une bonne décision parce que ce sera la vôtre. Et c'est vraiment un message essentiel dans la présentation de ce soir. Alors avant toute chose, lorsque on parle d'un cancer de prostate, on se réfère toujours à ce que vous avez certainement dû entendre parler, qui est le score de Gleason. Alors qu'est-ce que c'est le score de Gleason? En fait, c'est une échelle de valeurs histologique. C'est-à-dire que si vous regardez ce petit schéma, et si on le prend de haut en bas, eh bien, vous voyez qu'en haut, on a un ensemble de cellules qui est relativement bien homogène, puis en bas, on voit qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est un petit peu ça, un cancer. C'est-à-dire qu'il y a différentes formes de cancer qui vont d'une architecture très homogène à une désorganisation totale. Et c'est ce qui donne l'index de gravité ou d'agressivité du cancer. Et donc, vous avez certainement entendu parler de l'échelle de Gleason, qui va schématiquement de 6 à 10, en sachant que quand on a un Gleason 6, 3 plus 3, eh bien on a une tumeur de bas grade, donc peu évolutive, peu agressive, jusqu'à l'extrême, qui est très élevé, le 9, le 10, qui est la forme la plus agressive des cancers de prostate. Et vous voyez qu'entre tout ça, il y a des intermédiaires. Il y a du 3 plus 4, du 4 plus 3, et j'y reviendrai un petit peu. Mais donc ça, c'est l'élément principal. C'est à partir de ça qu'on construit une réflexion, un bilan d'extension et une stratégie thérapeutique. Donc c'est vraiment la base de la réflexion. Là, je vous ai schématisé ça sur un diagramme qui est bien fait. Vous voyez, quand je l'ai dit, on parle de tumeurs de bas grade et de tumeurs de haut grade. On peut dire des tumeurs à faible potentiel malin, qui, vous voyez, en rouge sur le cadran, la partie rouge, c'est l'indice de mortalité sur une période de 15 à 20 ans. Vous voyez que dans ces ensembles de patients, il y a peu de mortalité par rapport au reste. Alors que celle qui est dessous, ce qu'on appelle véritablement le cancer agressif pour nous, c'est-à-dire le Gleason 8, 9 ou 10, vous voyez que si on ne traite pas les patients, la partie rouge est très importante. Ça, ce sont des diagrammes d'évolution naturelle de la maladie. Vous voyez que sur ce schéma, la plupart des patients qui ont des Gleason élevés à la partie basse, là, il y a un gros index de mortalité en l'absence de traitement, bien évidemment. Alors que si je reviens sur le précédent, vous voyez qu'ici, en l'absence de traitement, vous avez beaucoup de gens qui vivent, qui ont peut-être des métastases, mais qui ne sont pas morts, et peu de gens qui meurent sur une période de 10-15 ans. Donc ça, c'est vraiment pour situer la différence entre les tumeurs de bas grade et les tumeurs de haut grade. Une fois que c'est fait, bien, ce qui est important pour nous pour décider d'un traitement, c'est le toucher rectal et le stade de la maladie. On vous dit à quel stade est-ce que je suis. Le stade, c'est indépendamment de la caractéristique de la cellule, agressive ou pas agressive, c'est
Est-ce que ma tumeur est localisée dans la prostate ou est-ce qu'elle sort de la prostate? Donc ça, ce sont des éléments importants parce qu'en fonction de ce stade, ben, on décide si on peut faire un traitement pour guérir ou si on fait un traitement pour ralentir l'évolution. Ce sont deux aspects différents. Un traitement pour guérir, j'y reviendrai, il y a différentes options thérapeutiques, mais pour cela, il faut que la maladie soit localisée dans la prostate ou qu'elle soit un débordement extra-prostatique, mais modéré, c'est-à-dire que ce soit dans l'environnement de la prostate. Et vous savez que dès qu'on a des métastases, dès que la maladie est partie loin de la prostate, eh bien ces métastases font que l'évolution naturelle de la maladie va tout de même évoluer et que de notre côté, guérir ne pourra plus être une option. L'option, ça sera de ralentir, de freiner l'évolution de la maladie, mais là, c'est un tout autre sujet, c'est-à-dire qu'on rentre dans des lignes thérapeutiques différentes. Donc, vous voyez, une fois qu'on a déterminé le grade, l'agressivité de la tumeur et qu'on sait si la tumeur est dans la prostate ou en dehors de la prostate, ça nous donne des grades ou des risques. Vous voyez, on a des facteurs de risque qu'on appelle des risques simples ou bas risques, des risques intermédiaires et des risques élevés. Puis vous voyez que vous tournez toujours autour de la même chose. Et ce qui prime, c'est le Gleason. Vous voyez qu'on a ici le Gleason 6, la tumeur de bas grade, ici le Gleason 8, 9, 10. Donc l'index de la tumeur, c'est un élément primordial, essentiel dans la gravité pour la décision thérapeutique. Donc je vous le résume à nouveau parce que ça c'est très important. C'est un message que vous devez avoir et je pense que si vous êtes dans une réflexion de qu'est-ce que je vais faire, j'ai été diagnostiqué, c'est est-ce que ma tumeur est peu agressive? Est-ce que ma tumeur est très agressive? Si ma tumeur est peu agressive, l'évolution naturelle de la maladie fait que mon risque de décéder de cette maladie, même en l'absence de traitement, est faible. Si j'ai une tumeur agressive, mon risque de décéder de la maladie en l'absence de traitement est très importante. Dans les données que je vous ai montrées, c'est globalement, pour les Gleason 8, 9, 10, c'est 80-85% de risque de mortalité en l'absence de traitement à échéance d'une quinzaine d'années. Puis vous avez tous les intermédiaires. Donc ça, c'est vraiment fondamental pour avoir de la bonne réflexion. Alors, une fois que ça s'est fait, pour déterminer au stade où vous êtes, on vous fait faire des examens complémentaires, c'est-à-dire qui vont nous permettre de déterminer si la maladie est bien localisée dans la prostate ou si elle est étendue en dehors. Donc, vous avez des examens courants qui vous sont listés ici, le scanner abdominopelvien et thoracique pour éliminer les métastases dans les organes, dans les poumons, dans les os, avec la scintigraphie osseuse. Puis un examen qu'on utilise de plus en plus, qui est l'imagerie par résonance magnétique, ou IRM. Je pense que beaucoup de ceux qui sont à l'écoute ce soir ont déjà eu cet examen ou savent que c'est un examen important. L'intérêt de l'IRM, ça nous permet d'affiner le diagnostic, mais surtout de faire le bilan d'extension, de savoir si la maladie qu'on a dans la prostate, est-ce qu'elle arrive au bord de la prostate? Est-ce qu'elle sort de la prostate? Ou est-ce qu'elle sort énormément de la prostate? Donc, vous voyez, ces examens sont primordiaux et doivent toujours faire partie de ce qu'on appelle le bilan d'extension de la maladie. Le bilan d'extension où on utilise le bilan de stadification. Ça, c'est fondamental d'avoir tout cela avant de prendre une décision. Alors, une fois que tout ça est fait, bien c'est là qu'on vous revoit en consultation, puis qu'on arrive à la décision de vous dire « Parfait, je sais maintenant que j'ai tel type de cancer, je sais que mon cancer est dans la prostate ou légèrement en dehors ou très à distance. Alors, quelles sont mes options de traitement ?» Ce soir, je vous le dis tout de suite, je n'aborderai pas la prise en charge d'une maladie extrêmement évoluée, c'est-à-dire la maladie métastatique. Je vais concentrer ma discussion sur la prise en charge d'un cancer localisé à la prostate et en insistant plus sur l'aspect chirurgical. Alors, je reviens sur les risques de tout à l'heure. Ça, c'est le fil conducteur. Quand on parle d'un traitement, on doit savoir de quel facteur de risque et de quel stade on se situe. Donc, si on a une maladie de faible risque, donc ce qu'on appelle souvent une tumeur de bas grade ou un Gleason 6, ben très souvent, et le plus souvent possible, on fait de la surveillance active.
C'est-à-dire qu'on n'opère pas, on n'irradie pas, on ne met pas de grains, on ne fait pas de radiothérapie, on surveille les patients de première intention. Pourquoi? Parce qu'on a des données qui montrent qu'en surveillant les patients, les résultats sont excellents, même avec plus de 15 ans de recul aujourd'hui. Et que le risque évolutif d'un patient qui est en surveillance active est faible, à condition que ce patient soit surveillé. Quand on parle de surveillance, ça n'est pas je disparais dans la nature et puis bye bye, mon médecin m'a dit que ce n'était pas grave, je disparais. Non, c'est la surveillance, ça nécessite des prises de sang, des examens de la prostate, parfois des IRM, parfois des biopsies. C'est-à-dire qu'on surveille, mais on ne traite pas de première intention. On peut surveiller et éventuellement avoir un traitement différé. Le risque intermédiaire, donc ça c'est entre le bas risque et le risque très agressif, c'est-à-dire les maladies avec du Gleason 8, 9 ou 10. Bien, dans ces options intermédiaires, vous avez à peu près la même chose, excepté que pour la surveillance active, le risque intermédiaire n'est pas encore recommandé, même si dans certaines études, on commence éventuellement, dans des cas très particuliers, à faire de la surveillance, mais c'est des patients qui sont un risque intermédiaire entre un risque intermédiaire et faible. Alors, pour la simplicité du propos ce soir, je vous dirais que risque intermédiaire, on fait un traitement à visée curative par de la chirurgie, de la radiothérapie externe ou souvent une association des deux, radiothérapie, curélithérapie, puis parfois on fait souvent une association de chirurgie de radiothérapie. Enfin, le facteur du plus haut risque, c'est-à-dire les maladies, vous vous rappelez le petit tableau que je vous ai montré avec les diagrammes rouges, là, hein, c'est vraiment les maladies mortelles, c'est-à-dire les maladies de Gleason 8, 9 ou 10. Là, il n'y a pas de doute, il faut traiter parce qu'on sait que ce sont des maladies, en l'absence de traitement, qui vont mal évoluer à échéance de dizaines d'années. Alors là, c'est pour placer l'ensemble. Donc maintenant, la question qui vous taraude le plus, ce qui est logique, et c'est la question qu'on aborde souvent en pratique avec nos patients, c'est parfait, je suis diagnostiqué aujourd'hui avec un cancer de prostate, je sais quel est mon stade et mon grade, maintenant qu'est-ce que je fais? Eh bien, cette situation, elle est pas noire ou blanche, elle est toujours grise et elle doit toujours être située avec un ensemble de paramètres qui sont l'âge auquel je suis diagnostiqué. Vous le comprenez aisément, j'ai 50 ans, j'ai un cancer de prostate de Gleason 8, donc un haut grade, il est clair et net que j'ai aucune alternative, je dois me faire traiter. J'ai le même cancer, sauf que j'en ai 82, ça peut être une autre vision des choses, parce que l'âge est un facteur important, l'âge civil, mais également l'âge physiologique. Donc, un patient doit toujours être corrélé à ses comorbidités. D'une façon générale, on recommande de traiter un patient à partir du moment où on estime que ce patient a une estimation de vie d'au moins 10 ans. Alors, effectivement, on ne peut pas regarder ça juste en voyant les gens. C'est important d'avoir une idée de leur génétique, de leurs antécédents. Est-ce que ce sont des hommes dont les parents sont morts âgés? Est-ce que ce sont des hommes qui ont une bonne santé, qui ne prennent pas de médicaments, qui sont actifs, qui sont sportifs? Est-ce que ce sont des gens qui, effectivement, dans leur famille, ont toujours une longévité importante? Ça, c'est un élément important. Et puis, c'est de déterminer le temps qui me reste entre la mortalité moyenne. Aujourd'hui, un homme vit en moyenne 82, 83 ans. Donc, si je suis diagnostiqué à 60 ans, ben, il me reste statistiquement un peu plus de 20 ans pour aller chercher l'estimation de vie moyenne. Alors, si je n'ai que mon cancer de prostate, eh bien, effectivement, mon cancer de prostate peut hypothéquer ma destination à cet âge moyen de mortalité. Si en revanche, je suis polymorbide avec un diabète, de l'obésité, des antécédents cardiovasculaires, des problèmes pulmonaires et autres, bien là, on peut se dire, peut-être que mon problème de cancer de prostate n'est pas celui qui est le plus à risque dans le contexte où je suis, que peut-être toutes mes autres problématiques de santé sont plus importantes et vont faire que j'ai plus de risques de mourir de mes problèmes de santé annexes que de mon problème de cancer de prostate. Donc, vous voyez que la décision, elle n'est pas aussi simple. C'est pas j'ai un cancer, je me fais opérer, ou j'ai un cancer, je me fais irradier. C'est j'ai un cancer de prostate, je le situe dans l'âge, dans mon évolution, parmi mes autres facteurs de risque.
par rapport à mon estimation de vie et par rapport à l'âge surtout de ce que j'ai. Et le facteur qui importe, je l'ai remis, c'est effectivement l'agressivité de la tumeur. C'est-à-dire qu'une tumeur de bas grade chez quelqu'un d'âgé, ben, on n'a aucune inquiétude. On sait que cette personne ne va pas mourir de son cancer de prostate. Une tumeur de bas grade chez un patient jeune, bien, on le surveille, mais il ne faut pas le lâcher dans la nature. On sait peut-être que dans le futur, on peut développer une tumeur plus importante. Donc, c'est un élément important. Et ce qui fait que moi, avec les patients, j'ai cette discussion. Puis il y en a qui me disent, bah, je préfère ne rien faire parce que c'est mon choix. Donc, ce sont mes valeurs et chaque personne est différente. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, c'est complexe, mais c'est important de présenter la chose comme telle et de ne pas dire que je suis diagnostiqué, il faut me traiter. Non, ce n'est pas vrai. Donc, les traitements au niveau localisé et au niveau chirurgical. Parce que ce soir, c'est une soirée chirurgicale, donc je vais parler plus de la chirurgie. Et en préambule, effectivement, on vous disait tout à l'heure que je fais partie, comme je disais l'autre jour, un peu des dinosaures aujourd'hui, c'est-à-dire que dans les nouveaux chirurgiens et les chirurgiens jeunes, ceux que je forme aujourd'hui en laparoscopie et en robotique, il y en a beaucoup qui ne savent pas faire de chirurgie ouverte ou d'autres qui n'ont fait que de la chirurgie ouverte, qui continuent, qui ne font pas de laparoscopie. Mais bon, j'ai eu cette chance dans mon cursus d'avoir eu la chance de faire les trois. Donc, j'ai une vision un peu globale de la situation. Donc, la chirurgie, ce qu'il faut comprendre, c'est que le traitement est toujours le même. Que vous passiez en chirurgie ouverte, en laparoscopie ou en chirurgie laparoscopique roboassistée, vous faites le même geste, c'est-à-dire enlever la prostate, enlever les ganglions, essayer de préserver les nerfs dans le contexte où on doit les préserver, essayer de protéger le sphincter et rebrancher le canal sur la vessie. C'est ça le traitement. Et on fait la même procédure. Ce qui change, c'est la voie d'abord, ou comme j'appelle souvent ça, l'interface. C'est-à-dire qu'on a changé un petit peu, on n'est plus les mains dans le ventre, on n'est plus au contact du patient, on est un peu à distance. Mais la chirurgie est la même. Alors l'intérêt de cette chirurgie, c'est que ça nous donne l'heure juste. Parce que vous avez vu depuis tout à l'heure, je vous parle essentiellement du score de Gleason. Le score de Gleason, il n'est pas sorti d'un chapeau. On en parle parce qu'on a fait une biopsie de la prostate. On est allé mettre une aiguille dans la prostate et qu'on a une histologie qui nous donne un caractère agressif ou non. Bien, l'intérêt de la prostatectomie, il est là aussi. C'est-à-dire, c'est d'enlever la lésion, d'enlever la maladie, afin d'avoir une cartographie exacte de la tumeur, afin de savoir si on a un bon contrôle local, puis afin de savoir si la tumeur est bien limitée, si elle sort, si les ganglions sont envahis ou non. Ça nous donne l'heure juste. Et c'est le fait d'avoir une analyse pathologique qui va nous permettre de savoir si la chirurgie suffit ou si il va falloir envisager un traitement complémentaire par une option de traitement de rattrapage comme la radiothérapie. C'est ni plus ni moins le genre de chirurgie qu'on fait un peu partout. Une femme qui peut avoir une tumeur dans un sein, eh bien, on enlève le nodule. Certaines femmes ont dit bah, c'est réglé, on ne fait rien d'autre. D'autres, on va dire la tumeur, on l'a bien enlevée, mais il y a un petit ganglion ici ou là, donc on peut faire de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Eh bien, il faut prendre cette chirurgie de prostate. C'est ça l'intérêt fondamental, c'est que ça nous permet de guérir le patient avec le premier traitement. Mais si ça ne suffit pas, on a toujours la possibilité d'aller faire un deuxième traitement de rattrapage par radiothérapie. Alors, c'est une technique qui marche bien. Là, ici, effectivement, vous avez des séries qui sont relativement récentes, mais on aurait pu mettre des séries anciennes qui vous montrent que les taux de guérison sont importants. Et je dois avouer que les taux de guérison en radiothérapie sont importants aussi. Donc, bon an, mal an, le taux de guérison chez un patient qui a une tumeur de risque intermédiaire, c'est 90-95% de guérison sur le long terme. Les patients qui ont des tumeurs agressives, c'est-à-dire les plus agressives qui soient, les Gleason 8, 9 et 10, on arrive tout de même à des taux de guérison sur une échéance de 5 à 10 ans de l'ordre de 75-80%. Mais globalement, effectivement, les patients qui ont une tumeur de risque intermédiaire, on a des guérisons de l'ordre de 90-95%. Alors, vous le savez, la chirurgie, ça guérit, mais ça peut guérir au prix de séquelles. Alors, je dirais que c'est souvent, le terme de séquelles est plus approprié que de façon à faire comprendre que ça fait partie du parcours du traitement. C'est un effet secondaire, pas comme si c'était oh, on a raté ma chirurgie, il m'a raté depuis que je suis opéré, j'ai plus d'érection, depuis que je suis opéré, je pisse dans mes culottes.
Ça, c'est des choses effectivement qui sont véhiculées un peu partout parce qu'il y a des patients effectivement qui ont ce genre de choses. Mais ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que ça fait partie du processus de traitement et que c'est le parcours du traitement qui est comme ça. C'est-à-dire que vous prenez même un patient qui a une hypertrophie de la prostate, qui n'a même pas de cancer, qui a une prostate qui commence à prendre du volume. Le patient est incommodé pour uriner, vous lui donnez simplement un petit médicament pour mieux ouvrir le col de la vessie. Puis ce patient va vous dire j'ai plus d'érection, j'ai plus d'éjaculation, ça va pas bien de ce côté-là. Vous voyez, donc la prostate, c'est un organe sexuel, c'est un organe urinaire. Donc qu'on donne un médicament, qu'on fasse de la chirurgie, qu'on mette des implants, qu'on fasse de la radiothérapie, on a potentiellement un impact sur ces deux fonctions. Ça, vous pouvez tourner ça dans tous les sens. Tous les patients n'ont pas ça, mais personne ne peut dire que ce soit en radiothérapie ou en chirurgie, je fais ça, j'ai fait des milliers de traitements, etc. Mais ça arrive, ça fait partie des risques. Donc ça, c'est vraiment une notion importante à avoir. Je vais y revenir. Effectivement, on parle d'incontinence, on parle de troubles érectiles. Alors on se dit, la chirurgie, oui, c'est invasif. C'est invasif, on vous endort, mais la chirurgie, aujourd'hui, règle beaucoup de problèmes dans beaucoup de disciplines. Effectivement, l'hospitalisation, la plupart des patients sont hospitalisés aujourd'hui 24 heures, ils dorment une nuit en général. Pour 8 patients sur 10, c'est une nuit. Alors, quand on leur fait une chirurgie laparoscopique robot-assistée, puis une deuxième nuit éventuellement pour certains. Oui, il y a une sonde. Pourquoi? Simplement parce que quand on coupe le col de la vessie et qu'on le rebranche sur l'urètre, eh bien, on utilise une sonde qui sert à diriger la cicatrisation comme un tuteur, si vous voulez. Donc, ce tuteur, on le garde pendant une semaine et on l'enlève ensuite et le patient refait pipi par les voies naturelles. Alors, on a des petites plaies, mais les petites plaies sont minimes. C'est des petites incisions pour les trocars. Donc, la plaie la plus importante, c'est celle par laquelle on extrait la prostate parce qu'on fait l'intervention par l'intérieur dans le ventre, on enlève la prostate, puis la prostate à l'intérieur du ventre, on la met dans un sac. Mais il faut finir par faire sortir le sac du ventre, d'où le fait qu'on a une petite incision. Alors oui, la convalescence, c'est certain. La convalescence, il faut que le patient récupère. Et la récupération, elle est toujours différente en fonction des individus. On est tous différents. Mais les patients me posent souvent la question, disent oui, mais oui, parce que je fais toujours la même chose. C'est-à-dire que j'essaye d'enlever la prostate en préservant les tissus autour, mais le résultat n'est jamais le même. Pourquoi? Parce qu'on ne change pas toujours le même boulon, on ne visse pas toujours le même boulon sur la même carrosserie. On est tous différents, on a tous des organes différents, on a tous des artères, des vaisseaux, et on a tous un corps différent, et on a tous une façon d'appréhender la chirurgie différente, et la convalescence, elle est obligatoirement différente d'un patient à un autre. Une chirurgie peut toujours potentiellement avoir des complications qui sont listées là, mais c'est rare. C'est-à-dire que même aujourd'hui, on ne transfuse plus les patients. C'est-à-dire que les patients qu'on opère par laparoscopie, la dernière fois que j'en ai transfusé un, vraiment, je ne m'en souviens plus, mais ça peut toujours arriver. Ça fait partie de toute chirurgie. Quand on opère un patient, ça peut saigner, c'est certain. Quand on opère un patient, on peut toujours faire un problème d'accident vasculaire qui n'a rien à voir avec la chirurgie, mais qui fait qu'on a opéré le patient. Pour les positionner, les patients, on les met ce qu'on appelle en position de Trendelenburg, c'est-à-dire la tête en bas. Et puis il y a des patients, en fonction, notamment ceux qui sont en surpoids, ils tolèrent plus ou moins bien cette position. Alors, il peut y avoir des petites anomalies comme ça, mais si vous voulez, c'est une intervention aujourd'hui qui est bien réglée, qui est structurée. Il y a des étapes qui sont bien cadrées. Donc, si vous voulez, les deux choses sur lesquelles je vais revenir, parce que je pense que ces deux éléments fondamentaux dans votre question, dans vos appréhensions, qui sont l'incontinence et la fonction érectile. C'est ça, je vais en reparler un petit peu plus tard. Vous voyez, je vous ai mis un petit schéma pour vous faire comprendre. La meilleure image, c'est un petit peu comme ça que je parle à mes patients, je vais vous montrer celle-là. La meilleure image que vous puissiez avoir, imaginez que vous mangez un œuf à la coque avec l'œuf dans le coquetier. Bien, imaginez que l'œuf, c'est votre prostate et le coquetier, ce sont tous vos tissus dans lesquels il y a les petits nerfs et les petits vaisseaux qui vous permettent de conserver votre érection. Donc, ici, vous avez une coupe, c'est matérialisé ici. Imaginez que ça c'est la prostate, imaginez que ce soit un œuf, et un coquetier, vous voyez, qui est ici. Donc, l'intervention, ça vise à passer là et que le coquetier soit intact, c'est-à-dire qu'on veut laisser le tissu
périphérie, comme ici. Vous voyez, on enlève la prostate, elle sort, puis on essaye de conserver le coquetier ici. Et là, vous voyez, de façon extrême, là. Et vous voyez la différence entre cette conservation ici avec cette conservation là, eh c'est qu'ici, les chances d'érection sont beaucoup plus importantes plus on va conserver le tissu. Alors, ça, c'est vraiment pour vous donner des notions un petit peu d'anatomie, pour vous faire comprendre ce que c'est l'intervention en elle-même. C'est extraire la prostate sans rentrer dans la prostate, sans rentrer dans le coquetier. Alors, pour qu'on puisse faire ça sans dommage, il faut qu'on ait des plans qui soient parfaits. Maintenant, imaginez 2 secondes que votre tumeur ici pousse dans le coquetier. On n'a pas d'autre choix que de sortir un petit peu à l'intérieur et de creuser dans le coquetier pour être sûr et certain d'enlever la tumeur. Donc, obligatoirement là, vous avez d'emblée quelque chose d'évident, c'est que plus vous rasez votre prostate, plus vous conservez du tissu en périphérie, plus vous avez des chances de conserver votre érection, à condition qu'elle soit bonne avant. Maintenant, plus vous rasez la prostate, plus vous avez de risques également d'être au contact de la tumeur. Alors, c'est un entre-deux en permanence qu'on fait. Quand on fait la chirurgie, on navigue toujours entre ces deux aspects. Donc ça, c'est un élément important. Et vous voyez, on vous montre ça d'une autre façon. La prostate est ici. Puis vous voyez, vous avez différentes couches ici de tissus avec des vaisseaux, avec des petits nerfs. Puis c'est ça qu'on essaye en permanence de conserver. Alors on l'adapte. C'est-à-dire qu'en fonction de la maladie du patient, eh bien, on adapte, on rentre plus ou moins dans ce fameux coquetier. Et à la fin de la chirurgie, ce qui va déterminer le potentiel de récupération d'un patient, c'est quelle est l'épaisseur du coquetier que je lui ai laissé. Puis on le sait d'emblée, c'est-à-dire que tout chirurgien qui fait une prostatectomie sait pertinemment, après la chirurgie, s'il a fait une bonne préservation ou pas. Et quand je dis s'il a fait, c'est s'il a pu souvent. Une fois qu'on est formé, qu'on sait comment faire, on ne peut pas toujours le faire à 100%. J'ai des patients chez lesquels c'est impossible parce que la prostate est petite, fibreuse, les tissus sont collés, les tissus sont adhérents, puis vous avez beau essayer de faire tout ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à dégager ce coquetier de l'œuf. Et donc, vous êtes obligé d'enlever l'œuf et le coquetier. Et puis, vous voyez, ça, c'est d'emblée un élément important. C'est-à-dire que je vous ramène 2 secondes à la radiothérapie. C'est très difficile de pouvoir irradier l'œuf sans irradier le coquetier. C'est la même chose. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, certains patients, même après de la radiothérapie, de la curithérapie, vont avoir des problèmes érectiles. Alors, ici, je vous montre le deuxième aspect de la chirurgie, qui est un aspect important. Ici, c'est le joint d'étanchéité, ici, le sphincter. Vous voyez, vous avez votre vessie ici, vous avez le canal urinaire en jaune, et vous avez la prostate en blanc, et vous avez ici le fameux sphincter, le joint d'étanchéité. Ce sphincter, quand on libère l'œuf encore, la prostate, il ne faut pas l'abîmer. Parce que plus on le conserve, plus il est de bonne qualité, meilleure sera la récupération du patient. Alors, vous voyez, ça, c'est un petit schéma, c'est très schématique, mais c'est pour vous montrer que quand on fait l'intervention, vous voyez le fameux coquetier, toutes les fibres qui viennent, alors on extrait la prostate, on libère un petit peu les fibres, puis à la fin, vous voyez, on enlève la prostate, et puis vous avez toutes les fibres jaunes là, qui sont les fibres du coquetier. Donc, c'est très schématique, et puis ensuite, on rebranche le canal. Donc, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver et qui font partie du processus, du parcours du traitement. Alors, souvent, on nous pose la question, oui, mais est-ce que c'est mieux de faire ouvert? Est-ce que c'est mieux de la laparoscopie? Est-ce que c'est mieux la robotique? Alors, il faut savoir que ce qui est mieux, c'est d'avoir affaire à quelqu'un qui sache faire. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est vraiment fondamental. Il y a des gens qui, toute leur vie, ont fait des prostatectomies chirurgicales ouvertes et qui sont très bons là-dedans, et puis qui n'ont jamais fait de laparoscopie, qui n'ont jamais fait de robotique, et qui vont avoir des bons résultats. Et même chose avec les patients qui font de la laparoscopie, même chose avec ceux qui font de la robotique. Alors, il y a des résultats équivalents en termes de guérison, donc la survie du cancer, et il y a des résultats équivalents également en termes de continence et d'érection. Qu'est-ce qu'apporte de plus la laparoscopie? Eh bien, c'est l'absence de saignement, la diminution de saignement, la diminution des douleurs, le retour plus vite à une activité,
Une notion très importante aussi, c'est-à-dire que comme on a une magnification de l'image, vous voyez, fuite anastomotique, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que je vous ai montré tout à l'heure que, vous voyez ici, une fois qu'on a coupé la vessie, on doit la brancher sur le canal. On fait une suture. Et la qualité de la suture qu'on fait en laparoscopie et surtout en robotique est extraordinaire. Ce qui fait que quand on met la sonde, moi je sais que j'enlève la sonde 5 à 7 jours après. Vous voyez, on a fait une étude à l'Hôtel-Dieu de Québec où j'ai comparé sur des milliers de cas des patients qui avaient une chirurgie robotisée versus ceux qui avaient une chirurgie par chirurgie ouverte conventionnelle avec des gens très compétents qui avaient fait ça pendant des années et qui ont des bons résultats sur le long terme. Mais en termes de fuite anastomotique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'étanchéité ici est obtenue, eh bien, elle est obtenue, on avait des taux de fuite à une semaine qui étaient de moins de 4% contre 20%, vous voyez, en chirurgie ouverte. C'est-à-dire que c'est évident que la qualité de suture, la magnification de l'image fait qu'on est dans le détail. Et sur un point de détail comme celui-ci, on sait qu'un patient va être étanche plus rapidement en termes de sa qualité de suture. Et sur le long terme, on sait que plus un patient va être étanche au niveau de la qualité de suture, plus vite il va faire ses exercices, moins longtemps il aura la sonde, et ça peut améliorer la vitesse à laquelle le patient peut récupérer sa continence. En parlant de continence, ça c'est une question également que j'explique très souvent aux patients, parce que c'est quelque chose qui est mal perçu. Tous les patients qui vont être opérés peuvent avoir temporairement un petit problème dans le contrôle de leurs urines après la chirurgie. C'est normal. Après, certains, et on est tous inégaux, il y a des gens qui vont être secs très rapidement, d'autres qui vont mettre quelques jours, quelques semaines, d'autres quelques mois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ça? Première chose, il faut faire de la rééducation du périnée. Moi, je sais que personnellement, j'envoie mes patients se faire évaluer en physiothérapie avec des groupes de physiothérapeutes spécialisés dans le domaine qui vont coacher les patients, qui vont leur faire prendre conscience de ce que c'est un périnée, ce que c'est les muscles au niveau du plancher pelvien, à quoi ils servent. Et quand vous serrez les fesses, que vous vous retenez de faire pipi, eh bien, c'est ça qui se serre et c'est ça qui se contracte. Un homme à qui on enlève la prostate se retrouve avec l'anatomie d'une femme au niveau urinaire, c'est-à-dire une vessie qui repose uniquement sur le plancher pelvien. Et qu'est-ce qu'elles ont les femmes plus que les hommes en vieillissant? Plus de risques d'avoir des pertes urinaires en toussant, en éternuant, en faisant un mouvement inopportun. Elles peuvent perdre leurs urines. Eh bien, un homme qui se fait opérer de la prostate a cette même problématique. D'où le fait de le sensibiliser à ça et de commencer à le faire travailler. Et j'ai vu qu'en faisant travailler les patients en rééducation, indépendamment de la chirurgie qui doit être faite comme elle doit être faite, mais il y a des différences entre ceux qui ont un véritable coaching et qui suivent, qui font leurs exercices. Et les exercices, c'est tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas de dire, tiens, je fais mes exercices de Kegel juste avant de me faire opérer, puis je fais ça après 2-3 fois, puis je vois ce que ça donne. Non, c'est de l'intégrer dans une routine de vie, de l'intégrer dans une habitude, un peu comme ceux qui font de l'activité physique, qui font des crunchs, qui font des push-ups, qui font des abdominaux. Eh bien, c'est de dire, chaque jour, je fais 3 fois 10 contractions de mon plancher pelvien, et puis j'assure mon gain, j'assure ma retenue, je travaille mon muscle et je le maintiens pour le futur. Et il y a un effet dans le temps. Si vous voulez, on a repris dernièrement les 400 ou 500 derniers patients qu'on avait opérés. 3 mois après la chirurgie, on a 50% des patients qui sont revenus comme ils étaient à l'état qui préexistait à l'intervention. 6 mois après, ce sont les 3 quarts. Un an après, donc un an, vous voyez, c'est un an. Un an après, il y a 95% de patients qui ne portent soit pas de protection ou soit une petite, c'est entre 95 et 97%. Si maintenant, votre définition de la continence, c'est je n'ai aucune protection, c'est-à-dire même pas une petite de précaution, voilà, on est aux alentours de 80. Donc, vous voyez, quand vous lisez des articles ou quand vous discutez avec des gens qui font ça, c'est important de savoir ce dont on parle. Si on parle de qualité de vie de continence, c'est comment on définit la continence? C'est est-ce que je tolère une petite fuite de temps en temps avec un petit protège-slip ou une petite protection de précaution? Dans ce contexte-là, c'est 95-97% de patients qui, un an après l'intervention, sont comme ça. Si vous dites je ne porte zéro protection, à ce moment-là, on est plus aux alentours de 80. Donc ça, c'est un élément important.
Et c'est un élément qu'il faut travailler dans le temps. Donc, ce n'est pas parce qu'à 3 mois, ça ne va pas qu'il faut que vous dramatisiez, parce qu'on sait que vous pouvez avoir le déclic après. Mais il faut se faire évaluer, il faut vérifier le plancher pelvien, il faut faire les exercices et ne pas les lâcher, ces exercices. Donc, il y a un effet de récupération dans le temps. Même chose, parce que pour le problème érectile, au niveau des érections, ce qui est important au niveau des érections, c'est le temps également. Donc, un patient, il y a beaucoup de patients qui croient que leur problème de prostate, ils sont diagnostiqués, c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'érection, et ils pensent qu'une fois qu'ils vont être traités, les érections vont revenir. C'est faux, c'est faux. Il faut bien comprendre que l'érection est un problème multifactoriel. C'est un problème vasculaire, mais également un problème neurologique. Donc, si vous n'avez aucun problème érectile, si votre érection est parfaite, et qu'on fait une chirurgie, comme je vous dis tout à l'heure, en préservant le côtier, en préservant les nerfs, en ne les abîmant pas et en faisant le maximum pour conserver ces nerfs, on vous met dans les meilleurs courants pour que ça revienne. Mais là encore, ça ne revient pas comme ça. Ça ne revient pas du jour au lendemain. Ça revient progressivement. Et là encore, plus le patient est jeune, plus il est stimulé, plus l'activité sexuelle est importante dans son couple, plus il va récupérer vite. Mais en revanche, des patients qui ont moins d'activité, la rigidité est moins bonne, ils ont une activité de temps à autre, bien, ces patients-là vont mettre beaucoup plus de temps et la réponse va être moins bonne. D'où le fait qu'on essaye de stimuler les patients, on leur donne des prescriptions en post-opératoire. À partir du moment où on a préservé les nerfs, on leur fait une prescription de médicaments, Cialis, Viagra, pour essayer de stimuler. Mais ce qui compte, c'est la stimulation au sein du couple. C'est est-ce que l'activité sexuelle dans le couple était déjà majeure? Est-ce qu'elle est importante? Ou est-ce que c'était comme ci, comme ça? Vous savez, souvent, on discute avec les patients et les couples, on se rend compte que chacun a ses valeurs et chacun a sa routine et chacun a ses habitudes. Mais souvent, il y a des couples qui nous disent bah, nous, ça va bien. Puis en fait, quand vous creusez, quand vous posez la question, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de pénétration depuis 2 ans ou 3 ans, que l'érection n'est pas terrible. Mais pour le couple, pour le patient lui-même, il trouve que ça va bien. Donc effectivement, il va être traité, il va être opéré, ça n'ira pas. Ça ne peut pas aller à partir du moment où le problème érectile est déjà n'est pas parfait à la base. Donc tous ces éléments-là sont des éléments importants à prendre en considération. Et là encore, le temps est important. C'est-à-dire que durant la phase post-opératoire, bien, même si vous avez préservé les nerfs, il y a des patients où il ne va rien se passer pendant 6, 8, 10 mois, simplement parce que le fameux coptier, là je vous ai montré, ou le petit dessin, les fibres jaunes qu'on voyait bien, les petits nerfs, ils sont minuscules, c'est des cheveux, c'est mince comme tout. Donc, même si vous ne les avez pas coupés, mais le simple fait d'avoir tracté, tiré dessus, eh bien, ça peut sidérer l'influx nerveux. C'est-à-dire que le neurone, il y a le circuit électrique qui est interrompu. C'est-à-dire que même parce qu'on n'a pas coupé, mais on a tracté dessus, alors ça doit cicatriser. Et un neurone, ça cicatrise en 12-18 mois. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez dans tout ce qu'on vous explique que souvent, ça peut mettre 2 ans et demi avant de revenir. Alors, on a des alternatives en attendant. Et c'est l'attente du patient qui est importante. C'est qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que le patient attend? Est-ce que c'est d'avoir une rigidité? Est-ce que c'est d'avoir une pénétration? Vous voyez, chacun est différent là-dessus. Et souvent, les gens mélangent tout. Ils mélangent l'orgasme, le plaisir, l'éjaculation, l'érection. Quand tout est parfait, il y a une stimulation, une rigidité, un orgasme avec une éjaculation. Une fois qu'on a été opéré de la prostate, on peut toujours avoir l'orgasme. Ça, c'est un élément, c'est un message important. L'orgasme, vous l'aurez toujours. Le plaisir, vous l'aurez toujours. Ce qui disparaît, ça peut être, ou ce qui sera moins bon peut-être, ce sera la rigidité. Et puis, effectivement, l'absence d'éjaculation. Parce qu'il y a plus, on enlève les vésicules séminales qui sont dans la prostate, donc il ne peut pas y avoir d'éjaculation. Mais tout peut être dissocié et il faut vous donner du temps. Parfois, ça peut revenir en 12, 18, parfois 24 mois. Dans les séries les plus anciennes, on voit que ça peut revenir avec un temps assez prolongé. Donc l'essentiel, c'est de le savoir et puis c'est d'adapter en fonction de son couple, en fonction de son choix et en fonction de l'équilibre du couple. Alors on a d'autres alternatives en attendant que les choses reviennent. On a les médicaments, on a les pompes, on peut avoir un gel qui s'appelle Muse. On peut utiliser également des injections intracaverneuses, c'est-à-dire se piquer pour générer la rigidité. Ça, c'est plein d'options qui vous permettent d'améliorer votre activité sexuelle.
Là, c'était juste pour vous montrer que quand on fait la prostatectomie, on enlève les ganglions. On enlève les ganglions qui se situent à peu près à ce niveau-là. Le but étant de s'assurer qu'il n'y a pas d'extension de la maladie dans les ganglions. Alors, les effets secondaires, j'ai fait le tour parce que vous voyez, plus j'en parle, plus j'essaye d'avancer sur les répondre. Donc, ça, j'ai répondu un petit peu aux problèmes urinaires, nécessité de se prendre en charge, nécessité de faire de la rééducation, pas désespérer, travailler, continuer à le faire. La fonction érectile, ben, je vous l'ai expliqué, la récupération. Puis, l'élément majeur, il est là, hein, c'est le statut. Si un patient déjà, par exemple, une vessie hyperactive, avec des envies fréquentes, je me lève la nuit beaucoup, j'ai des urgences, de l'incontinence d'urgence, bah ça existe avant. C'est certain que la prostate peut être un élément, mais la vessie hyperactive, c'est une entité en soi. Ça se traite par de la rééducation avec des médicaments. Donc, même chose pour l'érection. Mon érection est très bonne, bah, je suis dans les meilleures conditions pour récupérer. Et on a des patients qui récupèrent heureusement, mais tous ne récupèrent pas. Hein. Donc, c'est important de savoir d'où on va et d'où on vient et où on va. L'élément important également, c'est le suivi. Ça, c'est fondamental. Et quand on a fait une prostatectomie, c'est très simple le suivi parce qu'il n'y a plus de prostate, donc il n'y a plus de PSA. Ça, c'est simple. Alors, quel est votre suivi? C'est de faire des taux de PSA sur des bases régulières et puis de s'assurer qu'il reste toujours à zéro. Alors, le suivi des PSA, ben, il est un peu plus serré au début, un peu plus éloigné ensuite, et on le fait longtemps. Alors, vous voyez là, suivi pendant 10 ans, encore et encore. Et la réponse est vraie. Pourquoi? Ben parce qu'on vit de plus en plus vieux. Et que dans la littérature, pendant une époque, on disait, bon, à 5 ans, à 10 ans, c'est bien. Puis on se rend compte qu'il y a des patients qui peuvent avoir une récidive tardive ou une récidive en vieillissant, c'est-à-dire avec l'immunosénescence, c'est-à-dire la diminution des capacités de défense de vos anticorps. On en parle beaucoup, hein, l'immunité. Eh bien, on voit des patients qui ont été opérés à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. C'est rare, mais certains peuvent avoir un petit PSA qui se remet à bouger alors que pendant toutes ces années, il a été négatif. Donc le message de ce soir, c'est que moi, je ne dis jamais à un patient, vous êtes en rémission, vous êtes ci et ça. Je leur dis, on vous a traité, on a fait le traitement qu'il fallait, votre PSA est à zéro, c'est parfait, mais en théorie, votre PSA peut bouger. Alors, quand j'ai des patients que je suis depuis 7, 8, 10, 12 ou 15 ans, ben, je leur dis, écoutez, ça ne coûte rien. Vous faites une prise de sang, vous vérifiez votre glycémie. Une fois par an, faites un PSA, on le gère, on le suit, puis on sait que ça va bien. Et parce que c'est ça qui est important, c'est la possibilité de traiter si jamais le PSA bouge doucement. Alors, plus on le fait, plus on le surveille, plus on est capable d'assurer un traitement réactif si on en a besoin. Ah, justement, la hausse du PSA, ben, ça peut être, on a une petite récidive, et la récidive, c'est sûr qu'on préfère ne pas l'avoir. Mais la récidive, aujourd'hui, on sait bien la traiter à partir du moment où le patient n'est pas perdu de vue. Donc, le patient doit être suivi et on détecte très précocement les variations de PSA et on arrive à traiter les patients. Vous savez, on a repris des séries personnelles sur plus de 1000 patients qui avaient été traités par prostatectomie, qui avaient eu des PSA pendant longtemps, puis qu'à un moment ou à un autre, leur PSA avait augmenté. Puis on avait déterminé ceux qui avaient été traités, qui avaient eu de la radiothérapie, par exemple. Eh bien, c'est 30% des patients. 30% des patients. Donc, quand on fait une chirurgie, on dit au patient, le premier traitement, cette chirurgie a de grandes chances de vous guérir de votre cancer, mais chez 30% des patients, parfois, on peut être amené à faire une radiothérapie, soit immédiate, parce qu'on a des critères de gravité en analysant la prostate, qui nous dit que la tumeur est plus importante que prévu, ou à distance, quand on fait finalement une récidive. Hein. Donc, vous voyez, c'est important de faire le suivi. Alors, j'ai beaucoup parlé, je crois que j'ai répondu à beaucoup de questions, mais je répondrai à d'autres, il n'y a aucun problème. En résumé, vous voyez, je vous ai fait ce petit schéma que j'aime bien dans mes présentations, c'est pour vous montrer qu'on est, on est d'une situation, effectivement, on était chirurgie avec les mains dans le corps, ensuite chirurgie par l'intermédiaire, vous savez, de pinces en regardant un écran, et maintenant on s'est complètement écarté du patient, on est à distance dans une console. On fait toujours la même chose, mais on a la technologie. Alors moi, c'est ce que je dis tout le temps, et ça, c'est une réponse à beaucoup de questionnements que vous pouvez avoir. C'est oui, c'est high-tech, c'est mieux, c'est la robotique, etc. Mais je vous réponds, c'est un peu comme si vous prenez, là j'ai pris un joueur de tennis, mais j'aurais pu vous mettre un club de golf en persimon, comme ça se faisait autrefois.
La différence entre cette raquette et celle-ci en fibre de carbone, bien, c'est effectivement la technologie, donc qui va permettre certainement d'avoir une meilleure activité, qui va être permissive, qui va nous permettre de faire des mouvements particuliers. Et nous, ben, c'est ça, on est passé d'un scalpel à des pinces, puis maintenant à une robotisation. Et on va arriver à ça dans le futur, c'est une évidence. Avec la robotisation à outrance, ça va pas être, on ne sera plus là, c'est-à-dire que tout sera modélisé, on appuiera sur un bouton, puis on aura tout paramétré, ça se fera toujours. Mais actuellement, en fait, c'est la vraie réponse, et ça, c'est pour répondre à votre questionnement. Est-ce que j'ai vu docteur X ou docteur Y qui fait la chirurgie ouverte? Est-ce que je ne devrais pas me faire opérer par docteur Z qui, lui, fait la robotique? Il faut savoir qui est le docteur X ou Z. Un peu comme c'est bien écrit là. C'est-à-dire que la différence entre un champion et puis un joueur qui en fait moins, ben, c'est la répétition, l'habileté, puis le fait d'avoir de l'abnégation dans ce qu'il fait, c'est-à-dire de vouloir toujours tenter à s'améliorer. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, l'interface nous aide parce qu'elle est beaucoup plus permissive, parce qu'on a de la technologie. Cette technologie nous permet d'optimiser les détails, d'avoir une meilleure visibilité. Puis cette technologie nous sert à former les jeunes. C'est-à-dire que pour que vous compreniez bien la situation, faire une prostatectomie, faire cette chirurgie en chirurgie ouverte, comme on dit avec l'ouverture, avant d'être efficient, efficace, d'avoir des résultats constants, il faut en faire 250 environ. C'est à peu près ce qui avait été déterminé. Maintenant, grâce au fait qu'on ait des consoles, qu'on soit capable de former les gens comme un pilote d'avion qui va faire du simulateur, avec les jeunes qui sont à la robotique qu'on forme aujourd'hui, ben on leur apprend des étapes. On simule une intervention, ils répètent leurs gestes, ils font de la répétition, de la simulation. Et ça, on sait qu'un jeune qui va être formé en peu de temps, grâce à la robotique, va avoir des résultats équivalent, je pense, à celui qui a nécessité une formation beaucoup plus profonde, approfondie et répétée. Alors, cette technologie, elle est là, elle est faite pour rester et elle nous sert, nous, à l'apprentissage et puis tout se développe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vient à se greffer de cette technologie, de l'imagerie, du virtuel, de la réalité augmentée. L'avenir est là. L'avenir est là. Et si vous voulez, la robotique, ça existe maintenant depuis 20 ans. On a mis énormément de temps à l'avoir au Canada. On était un peu les parents pauvres. Hein. C'est-à-dire que nous, à Québec, on l'a eu en 2012, alors que, vous savez, moi, je suis arrivé de France pour former les gens à la laparoscopie, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup ici. Je suis arrivé en 2002. Déjà, en 2002, les premiers robots arrivaient en Europe, aux États-Unis. Donc, ça va continuer. L'avenir est en marche et puis ça va se poursuivre. Cette chirurgie, je pense, avec l'informatisation et avec l'évolution, ça va s'améliorer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. La prostate sera toujours la prostate sera toujours engainée dans les fibres nerveuses, comme je vous l'ai dit, et effectivement, il y a toujours un risque potentiel pour la fonction urinaire et sexuelle, mais ce n'est pas une fonction, ce n'est pas du 100%. Il ne faut pas croire qu'on vous opère, vous ne banderez plus, vous perdrez vos urines. Ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité des patients. Vous avez aimé les services de Procure? Alors n'hésitez pas à contribuer à procure.ca. Merci pour votre générosité.